Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Avec près de 30% des intentions de vote, le Vlaams Belang apparaît sondage après sondage comme le premier parti de Flandre et donc le premier parti du pays. Comment en est-on arrivé là? Comment un parti né sur les cendres du Vlaams Blok, condamné en 2004 pour racisme et xénophobie, a-t-il pu reprendre une telle ampleur? Comment ce parti, mais plus largement l'extrême droite à travers le monde, a-t-elle réussi à se créer un nouveau visage, plus lisse, plus jeune? Mais surtout, comment pouvons-nous lutter face à cette montée de l'extrême droite? Nos deux invités ce soir estiment qu'il faut aller au combat pour préserver nos démocraties, car ils en sont persuadés, l'extrême droite n'est forte que parce que nous sommes faibles. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Julien Delahaye, Olivier Starky, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Julien Delahaye, vous êtes secrétaire politique du 7K FJTB de Liège, trésorier de l'Institut d'histoire ouvrière, économique et sociale et auteur de nombreux ouvrages sur les luttes sociales et l'idéologie d'extrême droite. Et alors, Olivier Starky, vous êtes directeur des services syndicaux de la Centrale Générale de la FJTB, auteur également de plusieurs ouvrages, dont un sur l'importance que revêtent les mots, le discours dans la vie politique et syndicale. Et alors, vous venez de publier ensemble un ouvrage intitulé « La bête a-t-elle mué ? Les nouveaux visages de l'extrême droite » dans la collection Liberté, j'écris ton nom. Alors, commençons d'abord par un peu d'histoire et je me tourne vers vous, Julien Delahaye. L'axe que vous développez dans le livre, c'est le fait que finalement le visage de l'extrême droite a changé, mais que l'idéologie derrière reste la même. Et cette idéologie, on dit souvent qu'elle est née au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans les années 1920-1930. Mais vous, vous estimez qu'en fait, l'extrême droite prend racine déjà dans la Révolution française ? Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas d'ailleurs une thèse originelle qu'on aurait, nous, inventée dans l'ouvrage. Quelqu'un comme Zeev Sternel, notamment, a publié un livre qui s'appelle « Les Antilumières », qui développe déjà cet aspect-là. C'est de dire que l'extrême droite prend vraiment ses racines dans son idéologie, dans son mode de pensée, dans sa vision de la société, dans le refus des Lumières, ce qu'on souligne d'ailleurs dans le livre. Le refus des droits, de l'égalité qui était revendiqué à la Révolution française. C'est ça, tout ce qui vient vraiment des Lumières sur les questions d'égalité, de rapports sociaux, de rapports avec les gens, et une extrême droite qui est sur un discours aujourd'hui comme hier, ou hier comme aujourd'hui, on le fait dans le sens qu'on veut, d'une société qui doit être hiérarchisée, où les inégalités sont naturelles et ne sont pas tellement changeables. Et donc, aller vers plus d'égalité, c'est dénaturer, c'est aller à l'encontre de ce qu'est la société, de comment la société va fonctionner. Et donc, ça ne peut qu'amener à la fin d'une civilisation ou au désastre d'une civilisation. Et cette pensée-là, elle naît vraiment dans l'opposition à la Révolution française et au mouvement des Lumières, si on prend la Révolution française comme l'événement qui ancre alors le mouvement des Lumières dans une réalité politique, de par la fin des monarchies, puisque il y a l'événement Révolution française en France, Paris, et puis etc. Mais il y a tout ce qui va découler de la Révolution française et toutes les évolutions du temps. Et donc il nous a semblé important effectivement de repartir de ce moment-là, de montrer qu'il y a des prémices à l'extrême droite telle qu'elle va exister dans les années 20-30, enfin dans l'entre-deux-guerres, celle qu'on voit souvent et qu'on met souvent en lumière, et qu'il y a des prémices, que ce soit essentiellement en France, on est resté sur une tradition française par facilité aussi, de cette tradition de choses, par exemple le populisme. N'est pas nouveau. Un Édouard Drummond ou les ligues autour de Déroulède étaient déjà sur cela. La question du général Boulanger, on était déjà sur l'homme providentiel, sur l'appel aux foules, au peuple, sur ce discours symboliste, etc., dit populiste. On pourra revenir d'ailleurs éventuellement sur le terme de populisme. Mais donc, on voulait montrer effectivement que la focale était peut-être plus large et la tradition plus antérieure que les années 20-30. Voilà. Et
pour terminer sur cet aspect, pour montrer comment c'est encore ancré, il est intéressant de voir que si on prend des écrits du Front National belge dans les années 80, on retrouve encore dans leurs tracts des phrases comme l'erreur jean-jacquiste. Un lecteur classique va se dire de quoi est-ce qu'il parle? C'est l'erreur de Jean-Jacques Rousseau, et donc c'est l'opposition à Rousseau et à la philosophie de Jean-Jacques Rousseau. Et donc on voit combien dans les années 80-90, à destination de leur public, des liens idéologiques, on va encore écrire ce type de phrases, y compris en Belgique. Et alors Olivier en parlera mieux que moi, mais un des principaux auteurs justement de l'époque de la Révolution française contre la Révolution française, c'est Burke, qui est un personnage que quelqu'un comme De Wever cite encore abondamment. De fait. Et du coup, au niveau, alors on parlera de la forme que l'extrême droite prend aujourd'hui, mais sur le fond, du coup, au niveau de l'idéologie, est-ce que finalement l'idéologie d'aujourd'hui n'est qu'un recyclage du coup de cette idéologie, on va dire née après la Révolution française, qui s'est alimentée dans la période de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre, ou est-ce qu'il y a quand même des changements de fond? De fond, non, il n'y a pas vraiment de changement de fond, il y a plus des changements de forme, sauf si on considère un changement de fond comme s'attaquer plus aux Arabes qu'aux Juifs. Pour moi, ce n'est pas un changement de fond, c'est un changement de forme. On décale la focale sur le type de population ou sur la cible, mais la logique reste la même. Il y a des gens qui ne sont pas compatibles avec notre civilisation, il y a des gens qui sont inférieurs à notre civilisation qui est supérieure, et on va le faire. Et alors, il y a tout, c'est à nouveau, pour moi, c'est plus du changement de forme que du changement de fond. Quand ils vont tenir un discours plus culturel que raciste, mais sur le fond, c'est la même chose. C'est de dire que certains sont supérieurs, certaines cultures sont supérieures à d'autres, et que on va remplacer le mot culture, enfin le mot race par le mot culture. Par le mot culture, et on va maintenir le côté ça n'est pas mélangeable. Et donc amener une culture qui n'est pas de chez nous, c'est une menace sur notre civilisation. Alors Olivier Starky, du coup parlons de la forme, de ce qui a changé. Alors est-ce que c'est quoi? C'est la stratégie de communication qui a changé? C'est la manière de présenter les choses? C'est le discours qui s'est lissé? Ça, c'est un des premiers éléments. En effet, le discours s'est lissé, et il s'est lissé d'une manière telle que ce discours-là peut aisément être repris tant et si bien par des tenants de l'extrême droite pure et dure, qui essayent de se présenter autrement comme étant de l'extrême droite pure et dure, premier point, mais aussi par des hommes et femmes politiques de partis de droite, voire même des fois de partis qui se disent sociodémocrates ou des partis de gauche. Ça, c'est un premier élément. Donc, lissage du discours et aussi lissage de la présentation. C'est-à-dire, on est loin du gars qui est vraiment dans la caricature de la personne d'extrême droite, le skinhead, etc. Même si tous les skinheads n'étaient pas d'extrême droite non plus, ça, il faut quand même le souligner. Mais c'est plus le côté, je suis costard-cravate. Si je prends Tom von Grieken, le président du VB, ou Dries van Langenhove, ce sont les beaux-fils parfaits. Je veux dire, toute famille rêverait d'avoir ça comme beau-fils dans sa maisonnée. Mais bon, sauf que quand on gratte, évidemment... Oui, quand on gratte à moyen. On gratte, là, c'est plus que moyen. Bon, ça, c'est une chose. Donc, lissage du discours. Et puis, aussi, par ce lissage du discours, il y a aussi une volonté d'imposer un cadrage dans le débat. Et quand j'impose un cadrage dans le débat, c'est moi qui impose les conditions dans lesquelles le débat va se faire. Et ça veut dire que d'office, je mets mes opposants dans une position où ils sont obligés de répliquer à la manière dont moi j'ai dressé le cadre. Et alors, contraint et forcé, il faut jouer dans ce jeu-là. Autre élément par rapport au discours, et ça c'est assez interpellant, c'est le phénomène de la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire qu'à force d'avoir martelé par tous les moyens possibles et imaginables certains éléments de langage, je pense par exemple au plan 70 points du Vlaamsblok, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'à force de marteler cela, eh bien, ça percole. C'est une petite chanson pernicieuse, ça percole dans l'esprit de tous et de toutes, et après, on se retrouve maintenant, en 2015 et 2020, quelques exemples,
Donc, Gwendoline Rutten, qui a été la présidente de l'Open VLD, à un moment, elle dit, par rapport à l'ennemi extérieur nouvellement désigné, qui a peut-être changé, ça n'est plus le juif, mais ce sont les musulmans, elle dit, do normal of Yahweh. Donc, tu te comportes normalement ou tu te barres. Ou c'est Sarkozy, il dit, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Ça, on est dans ce registre-là. Donc c'est des discours qui, il y a encore quelques années, étaient vraiment des discours marqués par des partis d'extrême droite qui sont repris sans que ça ne choque, ou que ça ne choque en tout cas une majorité de la population. Mais oui. Est-ce que du coup, je vous coupe, mais est-ce que c'est pas une des plus grandes réussites finalement, par exemple, du Vlaams Belang en Belgique, c'est qu'ils ont réussi à mettre leurs idées au centre de l'agenda politique et en fait, toutes leurs idées, peut-être pas toutes, mais une partie de leurs idées ont été reprises par d'autres partis. Oui, d'autant plus que, et c'est à un point tel qu'ils ont réussi, en agissant de la sorte, à tétaniser les autres partis politiques qui ont presque peur de leur ombre, qui ont presque peur de se montrer offensifs. Ah non, on ne va pas faire ça parce qu'on risquerait d'offusquer. Alors que s'il y a bien une stratégie, on en parlera tout à l'heure, c'est il faut occuper le terrain, il faut le faire. Et alors un autre élément qui est aussi, et là ça fait partie de l'évolution, c'est-à-dire l'extrême droite est toujours là, idéologiquement ça n'a pas varié, sauf qu'ils utilisent les méthodes plus modernes, c'est notamment le recours aux réseaux sociaux, et ainsi le Vlaams Belang, lors de la dernière campagne électorale, a eu beau jeu d'avoir un programme socio-économique où, sur le papier, il disait « Ouais, nous, on est pour la pension à 1500 €. Sauf que, et c'est facile, évidemment, de tweeter « Allez, je fais un gazouillis de 146, pension à 1500 €. » Et je mets ça dans mon programme, sauf que quand on va vérifier les votes qui ont été accomplis pendant la dernière législature, ou même encore maintenant, avec la crise du corona, ils ne votent pas. Donc, si d'aventure un jour ils avaient la latitude de voter, ils ne le font pas. Par contre, lorsqu'il s'agit de voter des mesures austéritaires, ça, ils les votent. Mais le problème, c'est que je suis sur les réseaux sociaux, je vois ça, ouais, c'est bien, c'est cool, mais je vais pas les vérifier. Qui lit les annales? Qui va les vérifier? Qui a voté quoi au Parlement? Et là, il y a aussi tout un travail d'éclairage du vampire, c'est-à-dire il y a dans une dimension stratégique, il faut à tout prix montrer qu'il y a une marge, et c'est un euphémisme quand je dis une marge, entre ce qu'ils disent, ce qu'ils proclament, et leur véritable comportement, qu'il soit électoral ou qu'il soit sur le terrain. Mais du coup, Julien Doé, est-ce que finalement ces partis, dont le Vlaams Belang, ne se sont pas emparés de toute une série de thèmes qui étaient auparavant des thèmes de gauche? On a l'impression qu'ils essayent vraiment de défendre les plus vulnérables, les laisser pour compte. Je pense qu'Olivier Starky a cité quelques exemples, mais c'est vrai que ça se retrouve aujourd'hui dans leurs revendications. À nouveau, c'est pas nouveau. Dans les années 30, l'extrême droite tente de se présenter, et c'est important de toujours dire tente de se présenter ou se présente mais dans les faits ne l'est pas, avec un discours faussement anticapitaliste ou faussement en faveur de la classe ouvrière ou des plus faibles, avec des slogans éventuellement et à certains moments des actions, mais là c'est intéressant aussi de voir à qui elles sont destinées. Un discours de gauche va dire si je suis pour aider par exemple les sans domicile fixe, j'aide les sans domicile fixe. L'extrême droite va dire j'aide les sans domicile fixe, mais en détournant SDF devient Solidarité des Français. Et je fais de la soupe populaire que je distribue en rue, mais je mets des grandes pancartes comme quoi c'est de la soupe au cochon. Alors forcément, je ne dis pas que je l'interdis, mais je sais très bien, en le faisant comme ça, que dans les faits, je la limite à une série à une catégorie de la population. Et donc là, on voit bien toutes les limites à un moment donné du discours. Et l'autre limite, c'est par rapport, et Olivier l'a signalé, dans les faits, alors, jusqu'où est-ce qu'on va réellement dans l'anticapitalisme ou dans les réformes en faveur d'une classe ouvrière ou des plus pauvres. Et là, on voit très bien que ça s'arrête très vite à des déclarations d'intention ou à des choses qui ne touchent pas vraiment aux inégalités sociales
qui sont présentes dans la société. On sait que dans les années 20-30, les grandes sociétés n'ont pas été impactées par les régimes, que ce soit d'Hitler ou de Mussolini. Ils les ont même financés et aidés parce que c'était le bras armé à un moment donné contre les grévistes. Et aujourd'hui encore, on voit bien combien les choses. C'est un élément qu'on n'a pas eu l'occasion de creuser dans l'ouvrage, mais leur présence sur les réseaux sociaux, par exemple, ça nécessite des fonds. Et tout ne s'explique pas uniquement par la dotation publique. Et donc, on sait... Qui a quand même augmenté, mais c'est clair qu'ils ont des fonds. Il y a du capital que des mouvements de gauche n'ont pas. Et donc là, on peut effectivement voir que on critique la haute finance, mais on n'hésite pas à le financer. On voit toute la polémique autour de Le Pen financée par la Russie et des choses comme ça. Donc on voit bien toutes les limites d'un discours dans les faits quand on vient sur les choses. Et puis on a un exemple récent alors sur faites ce que je dis, pas ce que je fais, avec un député hongrois qui s'est quand même retrouvé en méchante contradiction entre sa vie et privée, ses attitudes et le discours de son parti. Alors quand on dit ça, on n'attaque pas l'homme, hein, et il faut bien faire attention, mais c'est quand même particulièrement intéressant à souligner combien des gens qui sont très durs, qui prennent des mesures, des interdictions, des lois qui amènent éventuellement à des violences sur les personnes. Je veux dire, en Hongrie, par rapport à la communauté homosexuelle, il y a de la violence incitée par le discours, et de voir qu'eux-mêmes, alors, sont dans ces cas-là. Olivier Starky, dans le livre, vous citez une phrase de George Orwell. Quand l'extrême droite progresse chez les gens ordinaires, c'est d'abord sur elle-même que la gauche devrait s'interroger. Donc ça veut dire que quoi? La gauche a laissé finalement le champ libre à l'extrême droite sur des dossiers tels que ceux-là? Oui, assurément. Et ça rejoint en quelque sorte l'exergue qui était de dire l'extrême droite n'est forte que de nos faiblesses. C'est-à-dire que si on parle des perdants de la mondialisation, par exemple, que l'extrême droite prétendument affirme « je suis là pour vous, je vous défends », ils le disent, on est dans la proclamation, mais on peut légitimement se poser la question de savoir si les partis de gauche les défendent. Est-ce qu'ils défendent la classe ouvrière ? Au-delà de la posture, évidemment. Et je prends un exemple en France. À l'époque de François Hollande, il y avait une boîte à idées qui s'appelle Terra Nova, qui disait clairement, voilà, bon, la classe ouvrière, les classes populaires, c'est pas notre cœur de cible électorale, donc on va pas s'en occuper. C'était flagrant. En Grande-Bretagne, Tony Blair, même chose, la troisième voie, Dinoye miteux, il y a eu une mutation, là, réelle, de la social-démocratie, qui à un moment a posé le choix, on ne va pas s'opposer au néolibéralisme, donc au capitalisme, pour appelons un chat un chat, on ne va pas s'y opposer, on va faire le pari de l'accompagnement. 20 ans, voire 30 ans plus tard, on peut quand même poser le constat que ce pari était une voie de garage. C'était pas la troisième voie, c'était une voie de garage. Et ce faisant, il y a eu un sentiment d'abandon, un ressentiment dans certaines classes populaires qui se sont senties abandonnées, et malheureusement, ces classes-là, et en plus, c'est faux de dire qu'ils votent pour l'extrême droite, ça n'est pas vrai. Ces personnes-là s'abstiennent, elles ne votent plus. Et donc, c'est une piste, on est déjà dans comment lutter. Il faut aller rechercher ces électeurs-là, non pas parce qu'ils votent pour l'extrême droite, mais tout simplement parce qu'ils ne votent plus, parce qu'ils considèrent qu'ils ne seront pas aidés. Et il y a un exemple, même si ça n'a pas encore été porteur électoralement parlant, mais le Labour Party qui a été repris en main par Jeremy Corbyn a été rechercher ces électeurs-là, avec notamment une machine qui s'appelait Momentum, qui occupait le terrain, qui utilisait aussi les réseaux sociaux, et on a constaté le Labour Party, donc Parti travailliste anglais, est un parti qui compte le plus grand nombre de membres, alors que ce n'était pas le cas. Donc il y a eu tout un mouvement de réaffiliation, de réenchantement, pour être dans la ferveur, etc., de réenchantement, et ça a pu donner, si pas des résultats probants au niveau électoral... Parce qu'effectivement, il a perdu. Parce qu'il a perdu, mais parce qu'on peut perdre une joute électorale, mais continuer de construire, et prendre le temps de construire. Mais il y a d'autres exemples. Le Portugal aussi. Portugal, on a le Parti social-démocrate
qui gouverne, alors qu'il était, comme tous les autres pays européens, sous la férule donc, du semestre européen, donc les mesures budgétaires. Eh bien, le Parti social-démocrate a passé un accord avec des partis de gauche qui ne sont pas au gouvernement, mais qui le soutiennent de l'extérieur, et sur base d'un programme gouvernemental qui revient sur des décisions austéritaires. Par exemple, on rend à nouveau public les transports en commun, ce qui n'était pas le cas. On redonne des jours de congé, on augmente les salaires, fait essentiel et important, et ça marche. Oui, alors vous êtes arrivé effectivement dans la dernière partie, on va dire, de l'émission. C'était sur comment lutter, parce que dans un sens, c'est bien beau de critiquer le discours, mais c'est comment finalement mettre des choses en place et des outils en place pour lutter aujourd'hui contre cette montée de l'extrême droite partout, on le sait. Alors vous avez déjà cité quelques éléments. Pour vous, Julien Dehaye, quels sont peut-être les grands principes de cette organisation de la lutte contre l'extrême droite ? Ouais, j'aime bien prendre l'image du triangle rouge qui est devenu le symbole des symboles de l'antifascisme qui est diffusé depuis des années par des associations, que ce soit le Front antifasciste ou le Centre d'action laïque d'ailleurs, les territoires de la mémoire, via les territoires de la mémoire et la campagne Triangle rouge d'ailleurs. Qui sont sur les trois faces ou les trois pointes, on le fait comme on veut, qui sont le côté l'éducation et la formation. Et donc ça, on est bien d'accord, il faut décoder le discours, il faut l'analyser, il faut rappeler à quoi mène l'extrême droite, et pas que la question des camps dans les années 20. Je veux dire, l'extrême droite, c'est aussi Pinochet et le Chili, c'est aussi la dictature des colonels en Grèce des années 70, c'est le Portugal et l'Espagne qui restent fascistes jusqu'en 74-75. Ouais. Quand on tient le discours comme quoi l'Europe occidentale aurait été débarrassée du fascisme avec le débarquement des Alliés, ils oublient toute la péninsule ibérique. Enfin, ils ne l'oublient pas, elle est bien utile contre le communisme. Mais elle va accueillir d'ailleurs tout... on connaît l'exemple de Grelle, notamment, mais c'est pas le seul. Donc, il y a la question de l'éducation, la formation, le décodage du discours. Ça, c'est un volet. Il y a le volet, et Olivier l'a déjà évoqué, du socio-économique, c'est-à-dire reprendre la main et redonner un socle. Parce qu'à un moment donné, pour reconquérir les terrains, et ne fût-ce que pour faire passer le premier angle, l'éducation et la formation, il faut d'abord que les conditions matérielles des gens soient suffisantes. Le côté l'école va tout solutionner n'est pas tenable dans une société où les enfants qui vont à l'école n'ont pas les conditions matérielles chez eux que pour suivre correctement, ou quand ils arrivent à l'école n'ont pas de tartines, etc. Donc vous ne pouvez établir une société basée sur l'éducation et la formation que si vous avez d'abord un socle socio-économique suffisant. Et alors le troisième point qu'on a essayé de remettre un peu plus en avant, ces deux points-là sont assez classiques et sont assez consensuels. Le troisième point, alors, est une lutte antifasciste un peu plus physique, je vais utiliser le terme, de présence face à l'extrême droite pour l'empêcher de se structurer, pour empêcher qu'un électorat potentiel ne devienne militant et ne devienne une force. Alors, c'est possible encore dans certains endroits. Au Wallonie, c'est encore possible. C'est plus compliqué si vous êtes dans d'autres zones du monde. Mais c'est important de ne pas les laisser. Parce que, comme manifester quand il y a des conférences. Quand il y a des conférences, de s'opposer à leurs meetings, de dénoncer, de les tenir à la culotte pour une formation de rue, de dénoncer, de surcoller leur affichage ou de ne pas les laisser. Voir sur les réseaux sociaux, mais là, c'est encore un plus gros travail d'être en contre sur les réseaux sociaux, parce que comme l'exergue du bouquin le dit et comme on l'a déjà cité, ils ne sont forts que quand nous sommes faibles, ils n'avancent que quand nous reculons, et y compris dans la rue. Si nous reculons tout le temps par rapport à leur présence, à leur expression, à leur occupation du terrain, ils vont se sentir forts. Et l'extrême droite qui se sent fort, c'est tout de suite les ratonnades, c'est tout de suite des gens qui sont, et plus vous allez être de couleur, plus vous allez être dans des catégories dominées, plus vous allez être en danger. Et donc un antifascisme militant, c'est aussi un antifascisme d'autodéfense par rapport à toute une série de populations qui, quand l'extrême droite prend vigueur ou se sent
de pousser des ailes, prennent. Mais physiquement, alors, ce qu'on oublie, hein, l'extrême droite est dangereuse physiquement. L'extrême droite tue. Oui, alors pour rebondir là-dessus, c'est vrai que le magazine Espace de Liberté a consacré son dossier du mois de décembre à la question de l'extrême droite. Et il y a notamment une interview de Serge Lipsic, président du comité permanent R, chargé du contrôle des services de renseignement et de sécurité en Belgique. Et il pointe vraiment comme une vraie menace pour la sécurité intérieure, vraiment les groupuscules d'extrême droite violents. Et donc il dit que c'est vraiment une des menaces principales aujourd'hui sur la sécurité du pays. Il parle de bases d'entraînement de type guerrier en Europe de l'Est. Olivier Starkis, c'est quelque chose que vous craignez réellement, ça? Ces groupuscules violents, c'est quelque chose qui pour vous sur lequel on devrait vraiment s'inquiéter? Oui, même si la crainte ne fait pas partie de mon vocabulaire, mais ce qu'il y a, c'est que oui, il faut à tout prix éclairer le vampire sur ces éléments-là, et il faut aussi, comme le dit Julien, il faut tenir la rue, il faut occuper le terrain, et ça veut dire qu'il faut l'occuper le terrain par tous les moyens nécessaires, et ne pas avoir des débats sur le sexe de l'ange, à savoir, est-ce que si j'agis comme ça, est-ce que je ne vais pas prôner la violence pure et dure? C'est pas le propos, mais le pacifisme béat n'aidera pas non plus. C'est un peu ça, ce qu'on essayait de mettre un peu en exergue en disant il ne faut reculer devant rien parce que eux ne le feront pas. Au risque de les affronter physiquement? C'est des choses qui doivent être définies. Je pense notamment les manifestations, les halter-sémites par exemple, ils définissent dans leur sein. Il y a plusieurs zones selon des couleurs. Il y a ceux qui se mettent dans la zone, peu importe la couleur, hein. La zone jaune, ce sont des personnes qui sont prêtes à aller au combat. Et on se met d'accord entre manifestants, ceux qui ne veulent pas aller au combat, ce qui est tout à fait légitime, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Eh bien, ces personnes-là, elles décident d'aller dans la zone verte. Et ce sont des choses qui se conviennent préalablement, mais qui font partie de la stratégie à mettre en place aussi. Alors, quand on vous entend et quand on lit aussi dans le livre, vous parlez par exemple à un moment de contre-populisme, j'ai quand même du coup peut-être le sentiment qu'on reste dans une société très polarisée. Il y a les eux versus nous. Alors c'est vrai que les nous ne sont pas les eux et nous comme ceux définis par l'extrême droite, où on sait que les eux, c'est les étrangers, c'est les réfugiés, c'est les musulmans, et le nous, c'est le peuple belge ou le peuple flamand. Et donc vous êtes dans une redéfinition finalement de ces eux et de ces nous. Nous, c'est la société, et ça va inclure par exemple les réfugiés, et les eux, ça va être les multinationales, les grandes fortunes. Mais donc on reste quand même dans une société divisée. Une société divisée ou une société dans laquelle on revient à la vraie définition de la démocratie, c'est-à-dire la démocratie, c'est une photographie du rapport de force à un moment. Et donc, plutôt que d'être quelque chose qui est géré par la gouvernance, par la gestion, et où toute idée de conflit n'a plus lieu d'être, c'est l'inverse. Une démocratie, c'est un endroit où le conflit est organisé. Et quand je dis le conflit organisé, ça n'est pas appelé à l'émeute, c'est simplement dire qu'il y a des positions, il y a des divergences, la gauche et la droite, ça existe toujours. Il faut simplement organiser le débat et veiller à ce que le conflit puisse donner lieu à un moment à un accord, hein, parce que accord qui est la photographie du rapport de force qui est saisi par les élections, somme toute. Alors, vous travaillez tous les deux pour un syndicat, la FGTB, pour ne pas la nommer. Quel rôle les syndicats peuvent jouer dans cette lutte contre l'extrême droite? Historiquement, déjà, ils ont toujours été dans cette lutte. Et aujourd'hui, à nouveau, je pense qu'ils sont dans les trois pointe du triangle que je citais. Dans les formations, il y a éducation, il y a formation là-dessus. Sur le terrain socio-économique, les syndicats, c'est même leur raison d'être sur ces revendications, hausse du salaire minimum, sur la question des pensions, etc. C'est vraiment leur raison d'être et c'est le quotidien du combat là-dessus. Et sur la présence physique, qu'il y a une habitude d'avoir une présence physique lors de manifestations ou de piquets de grève, mais il y a aussi la présence des syndicalistes lors d'actions face à l'extrême droite. Si on prend l'actualité la plus récente, c'est ce qui s'était passé à Gilly lors d'un congrès de fondation d'un groupe d'extrême droite où le mouvement antifasciste qui était présent était composé en grande partie de syndicalistes et
où il faut noter quand même que la police a plus tapé sur les antifascistes que sur les fascistes, alors qu'on était dans la commune du président d'un parti dit socialiste. Oui, donc c'est vrai que c'est vraiment dans ce pouvoir qu'ont les syndicats, peut-être de rassembler les gens, de pouvoir les mobiliser. Ça, on devrait s'en inspirer dans la lutte de façon plus générale contre l'extrême droite. Tout à fait. Et puis, de toute manière, je pense que les syndicats n'ont pas à avoir d'état d'âme en la matière. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on a parlé des ennemis extérieurs désignés par l'extrême droite. Les syndicats font de toute façon partie de l'ennemi intérieur désigné par l'extrême droite. Donc, au combat, il faut aller. Je pense que ce sera une bonne conclusion pour cette émission. Je rappelle donc, Julien Dohet, Olivier Starky, le titre de votre livre « La bête a-t-elle mué ? Les nouveaux visages de l'extrême droite », disponible dans toutes les bonnes librairies ainsi que sur le site du Centre d'Action Laïque. Et donc, je vous rappelle aussi le magazine Espace de Liberté qui consacre son dossier du mois de décembre à cette thématique de l'extrême droite. Merci vraiment à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous. Merci. Merci.